Deux hommes qui se connaissent bien, deux observateurs de la vie politique, deux éditorialistes, mais même s'ils se connaissent bien et qu'ils connaissent la vie politique, tout les sépare aujourd'hui. Nous sommes avec Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, ce soir, Éric Zemmour. Bonsoir, Bonsoir. Éric. Je n'ai pas trahi de secret en disant que vous vous connaissez bien tous les deux. Très bien. Ah oui. Depuis combien de temps? Bon, on a fait, je sais pas, on a bien dû faire une vingtaine ou une trentaine de débats. Absolument, et on se connaît depuis très longtemps. Même avant qu'on débatte Oui, ensemble, oui. on se connaissait déjà. Alors, Mais ce soir, oui, Alain, vous allez débattre avec un homme d'extrême droite? Oh, bon, un candidat? un candidat, et je suis sûr qu'il va nous le dire pendant l'émission. Bah, voyons. Je débat avec un journaliste cultivé, ça n'est pas un pléonasme, avec un essayiste acclamé, avec quelqu'un qui peu à peu est devenu l'idéologue numéro un d'un nationalisme inévitablement xénophobe et du polémiste devenu le polémiste le plus célèbre de France et probablement le plus influent si j'en juge par les chiffres que je vois défiler. Xénophobe. Alors, xénophobe, Je suis raciste, surtout, Xénophobe, ça veut dire qu'il n'aime pas les étrangers. voilà. C'est ça que ça veut dire. Mais je ne... qualifié de raciste aussi, Ouais, je publiquement. sais, qualifié de raciste, fasciste. J'aime mieux le mot xénophobe, je trouve, qui correspond plus. Alors, moi d'abord, je veux dire que je débat avec un honnête homme. C'est-à-dire que c'est ça que, honnête homme au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire quelqu'un de cultivé et de loyal. Je suis en désaccord total avec Alain Duhamel, idéologiquement et politiquement depuis 30 ans. Oh, plus. Non, je dirais à la fin des années 80. Oui, C'est d'accord. pour moi, c'est voilà. Donc c'est clair. Maintenant, répondre. Extrême droite d'abord, Ouais, et xénophobe mais- ensuite. Bon, j'ai 1 minute pour répondre. bon. L'extrême droite, traditionnellement en France, Alain le sait très bien, c'est ceux qui veulent renverser la République. Je rassure tout le monde, je ne veux pas renverser la République. Et je n'ai pas dit ça. Mais je sais que vous n'avez pas dit ça, mais je réponds à la Oui, question. oui, oui. 2, xénophobe. C'est quelqu'un qui n'aime pas les étrangers. Je rassure aussi, moi, je n'ai rien contre les étrangers. Simplement, je préfère les Français. Et donc, ce que je préfère, c'est défendre les Français. Nous avons aujourd'hui des élites qui, depuis 20 ans, préfèrent les étrangers aux Français. Moi, je préfère les Français aux étrangers. Ça ne veut pas dire que je déteste les étrangers. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les étrangers. Vous avez Ça la veut dire que préférence j'aime les nationale. Français. Vous avez une Je préférence veux nationale. absolument une préférence nationale. Je veux que la France reste la France. Aujourd'hui, je considère que le nombre inouï, je dis bien inouï, d'étrangers que nous avons laissé rentrer depuis 40 ans met en danger D'accord. l'existence, l'identité et la survie de la France en tant que France. Donc, je le dis, quitte à passer pour xénophobe, que je ne suis pas, parce que moi je ne déteste personne. en vérité. On va y revenir, mais Non, je réponds d'un mot quand même, parce que c'est important ce que dit Éric Zemmour. On a non pas les mêmes lectures, mais des lectures communes. Et quand, avant les vacances, j'étais tellement sûr que vous alliez entrer en jeu dans l'élection présidentielle que j'ai relu l'histoire de France de Bainville, parce que je sais que c'est un de vos livres fétiches. Absolument. Et sur toute cette période, les intellectuels d'extrême droite de l'entre-deux-guerres, lui on ne peut pas dire les années 30, de l'entre-deux-guerres... il est mort en 36. C'est pour ça. Donc de l'entre-deux-guerres, je veux dire, vous avez une... voilà, vous en descendez. Vous êtes... bon, Alain, Bainville, je suis pas du tout d'accord avec ces thèses. Je suis mais fier ça de n'est pas un descendre de crétin. Bainville. Mais non, mais c'est ce que Attendez, je dis, Alain, ça n'est pas un je vais vous crétin. répondre. Je vais vous répondre. La première phrase de l'histoire de France de Bainville. Oui, je la il connais, dit- hein. Je sais que vous la connaissez, mais peut-être que les gens la connaissent pas. Oui. Il dit la France n'est ni un empire, ni une race. C'est mieux, c'est une nation. Oui. Je m'inscris exactement dans cette filiation. Alain vient de dire qu'il était sûr que Éric Zemmour serait candidat, c'est ça? Cet été? Ah, c'est ce que je pensais. Mais alors maintenant, il faut le dire maintenant, vous êtes candidat? Mais vous savez très bien que je vous répondrai pas. Donc, Pourquoi mais vous parce pouvez pas que répondre? je vous répète ce que je dis à chaque fois. Vous ne vous lassez pas, c'est bien. Je choisis le moment pour le décider et pour l'annoncer. C'est moi qui le choisis. Et donc, je ne suis pas déterminé par ce que vous dites et par ce que vous me demandez. Mais ce suspense, il n'est pas un Mais il n'y a peu pas de suspense. ridicule aujourd'hui? Mais écoutez-moi. J'ai vu les images de Béziers. C'était un Écoutez-moi. meeting à Il Béziers. y a un suspense que pour 15 journalistes politiques français. Voilà.
Les autres, les gens s'en moquent. C'est-à-dire que les gens qui vont qui vous voir viennent savent me que vous voir êtes dans les candidat. salles, les gens qui viennent pour que je leur dédicace les livres, ils me posent jamais la question. Non, ils scandent Zemmour président. Attendez, Voilà, ils scandent Zemmour président. me disent, et tenez bon, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout, sauvez-nous. Voilà ce que j'entends Donc là, pendant des Et ils heures. scandent Zemmour partout en président. France. Ils scandent Zemmour Et ils président. scandent Zemmour président. D'accord. Et donc, tenez bon, allez jusqu'au bout et sauvez-nous. Donc Ça, vous allez l'écouter. ils s'entraînent. Bien sûr que je les écoute déjà. D'accord. Et vous comptez les sauver? J'aimerais bien, parce D'accord. qu'ils Alors, sont la France. Puisque nous sommes ensemble pour encore 1h10, on va essayer de prendre des thèmes qui vont vous faire réagir. Le pouvoir d'achat, est-ce que la France est en danger? L'Europe? Voilà les trois thèmes majeurs de ces discussions. Mais on va commencer par des images d'actualité. Éric et Alain, pour voir comment vous les analysez. La première, c'est l'image d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui commémorait la répression des Algériens de France. Et on se souvient, on a entendu ce qu'a dit le chef de l'État. Il a reconnu les crimes inexcusables de la République française ce 17 octobre 1961 à Paris. Alain Duhamel, des crimes inexcusables pour la République. Ce sont les termes choisis par Emmanuel Macron, les bons termes. Alors, en deux mots, d'abord, il y a deux catégories d'États, de pays, de nations. Il y a les pays démocratiques qui regardent leur histoire en face avec des pages magnifiques et avec aussi des tâches. C'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne, maintenant, c'est la France. Et puis il y a des pays qui, quelquefois, sont démocrates, comme le Japon ou l'Autriche, qui refusent de regarder leur histoire et qui mentent. Moi, je pense qu'on ne doit pas mentir. Je ne pense pas qu'on doive être masochiste non plus. Donc, j'insiste sur les pages glorieuses qui, Dieu merci, sont de très loin les plus nombreuses. Mais quand il y a une page qui ne l'est pas, je crois qu'il faut le dire. Et en l'occurrence, je connais très bien cette période, d'autant plus que je l'ai vécue, j'avais 21 ans. Et donc, Ouais, j'en moi, ai j'étais gardé. un peu petit. C'est ce que je voulais dire. Mais j'ai bien- alors là, je Enfin, l'ai vraiment vécu. ça me touche de près. Mais je l'ai vraiment vécu à tout point de vue. Bon, et c'était une période exceptionnelle. Il y avait eu le putsch des généraux au début de l'année. Il y avait l'article 16. Le général de Gaulle venait le mois précédent de faire l'objet d'un attentat de l'OAS. Il y avait eu des policiers, une vingtaine, qui depuis le début de l'année avaient été tués par des attentats FLN. Et il y avait eu, évidemment, une répression de la police sur ordre. Ce soir-là, la responsabilité, c'est celle du préfet de police, Maurice Papon. Et si je dis que, donc je considère que Emmanuel Macron a eu raison de dire ce qu'il a dit, mais je considère aussi qu'il a eu raison de ne pas parler de crimes d'État, parce que jusqu'à présent, on n'a pas établi ni que le Premier ministre Michel Debré, ni que le général de Gaulle avaient donné des Alain instructions. Duhamel, vous avez dit il ne faut pas mentir. J'ai pas menti. Si. Ah, Si. Vous avez menti par omission. Et je vais dire pourquoi. ça, Il faut ça bien- peut jouer suite. Ça. Absolument. Vous avez dit, vous avez défini, vous avez décrit le contexte. À toute vitesse. Absolument. Il faudrait dire qu'effectivement, les policiers étaient chacun derrière des guérites. Oui, en oui, verre, bien sûr. plexiglas, parce qu'ils étaient assassinés. Et c'était des cibles. Assassinés par le FLN. C'était des cibles. Vous avez dit une vingtaine. Moi, j'ai Depuis le début de l'année. Absolument. Et depuis 1958, c'était près de 50. Oui, mais Faut je le ne dis pas le rappeler. contraire. À l'époque, le FLN balançait aussi en Algérie des bombes dans les cinémas pour tuer les civils, les femmes, les enfants, les miens. Hein, je le sais, puisque moi, mes parents étaient en Algérie. Donc je sais exactement ce qui se passait. On m'a raconté 1000 fois. Mais non, mais je ne discute pas ça. Deuxièmement, le même FLN était dans une guerre encore plus acharnée, je dis bien encore plus acharnée, contre les rivaux de Messali Hadj, qui ne dit plus rien aujourd'hui, mais qui était le groupe rival du FLN, qu'ils ont massacré en les égorgeant. Et ils faisaient à Paris et en France pression sur tous les Algériens, qu'on appelait à l'époque les Nord-Africains, pour qu'ils cèdent et pour qu'ils se soumettent, pour qu'ils payent l'impôt révolutionnaire, pour qu'ils cessent de boire de l'alcool, parce que ce n'était pas islamiquement correct, et pour qu'ils cessent surtout leur allégeance à Messali Hadj. Et ils ont été exécutés, égorgés, d'accord. massacrés. Pourquoi je dis ça? Mais cette manifestation pacifique. Cette manifestation 17 n'était pas octobre. pacifique. Elle était interdite, première chose. Donc elle n'aurait pas dû avoir lieu. Enfin, ils ne sont pas arrivés avec des barres de fer ou des Ils revolvers. sont arrivés, ils n'auraient pas dû être là. Non, mais d'accord, mais Deuxièmement, ils ils n'auraient pas dû être là. Non, mais d'accord, mais Donc ils n'étaient pas le préfet armés. Papon avait ordre
de ne pas les laisser passer. Mais pas de les Ordre tuer. de qui? Mais pas de les tuer. Laissez-moi finir. Ordre de qui? Mais c'est d'une hypocrisie notoire tout ce qui vient d'être dit par Alain Duhamel et par Emmanuel Alors, ordre Macron. de qui? On accuse Papon pour ne pas accuser le général de Gaulle. Est-ce que vous pensez, Alain Duhamel, que le général de Gaulle aurait toléré une manifestation non autorisée par les gens du FLN? Jamais de la vie, alors qu'il était en train de négocier avec lui en position de force. Je peux répondre? Il faut être honnête, Alain Duhamel, il faut dire que c'est non, le mais général de Gaulle que attention. vous accusez, Alors, réponse vous d'Alain et Emmanuel Duhamel. Macron. Et on passe à une autre image de l'actualité. Je reconnais que vous êtes sincère, mais je n'accepte pas que vous disiez que je ne suis pas honnête. D'autant plus que excusez-moi. Surtout que vous avez dit que c'était un honnête homme. d'autant plus que dans ce que j'ai dit, il n'y avait rien de faux. Et que je n'ai Oui, pas mais tout- j'ai dit et par je- omission. Et je n'ai pas tout dit. Oui, mais à ce moment-là, c'est pas une heure qu'il nous faut, c'est un siècle. On les aura Bon, pas. en ce qui concerne cette période-là, qui était très dure, bon, Michel Debré poussait à la répression le plus énergique possible. Merci. D'aut- Il était Premier ministre, d'aut- accessoirement. D'autant plus, non, mais il y poussait, d'autant plus que, et il n'avait pas en fait envie qu'on arrive à un Absolument. compromis, y compris à ce moment-là. Bon, et le général de Gaulle, disons pour employer les choses poliment, n'avait pas peur des morts quand il le fallait. Merci, Alain. Bon, mais ils n'ont pas donné d'instruction. Donc s'ils n'ont pas donné d'instruction, ça n'était pas un crime d'État. Papon n'a pas été sanctionné jusqu'en 60, il est resté mais non, mais traité jusqu'en 68. En 67. 67. Ouais. Après, il est devenu ministre de Pompidou. Autre Comme quoi, image, il a été sanctionné. autre image de l'actualité qui résonne et qui va peut-être s'amplifier au fil des semaines. À voir, c'est ce qui s'est passé ce week-end sur quelques ronds-points de France, le retour des Gilets jaunes. C'est le carburant qui pèse aujourd'hui sur le pouvoir d'achat. Des Gilets jaunes prêts à reprendre les ronds-points. Parole de Gilets jaunes. Moi, j'ai 80 km par jour pour aller au travail. Je vous dis franchement, je suis étouffé. Le budget, il faut le resserrer. Les activités des enfants, il va falloir limiter à nouveau. C'est plus possible. J'ai envie de vivre, j'ai pas envie de survivre parce que je vois que tout augmente. Électricité, gaz. J'ai pas le choix de prendre ma voiture. Je suis à 500 km semaine. On calcule pour le gaz, on calcule pour tout en fait. Moi j'attends qu'on aille vers plus de respect des gens, qu'on leur permette de vivre dignement. Éric Zemmour, ils ont raison de redescendre dans la rue, d'aller sur les ronds-points. Ils ont, moi je les comprends, ils ont tout à fait raison. Ils sont les victimes de 40 ans de politique suivie. Ils sont les victimes, de l'immigration de masse qui les a chassés des banlieues alors qu'ils auraient pu être près des métropoles, là où sont les flux économiques. Ils sont les victimes de la désindustrialisation. Du coup, ils n'ont pas de travail dans l'industrie où ils auraient pu progresser socialement. Et 3, ils sont les victimes de la folle politique énergétique de Emmanuel Macron et de la Commission européenne qui a baissé volontairement l'énergie nucléaire, qui a renoncé à l'énergie nucléaire dans les termes, puisque Mme Pompili a dit qu'il faut baisser 72% de l'énergie, de l'électricité par le nucléaire, c'est trop. On a donné des subventions énormes à l'éolien et au solaire, en oubliant une petite chose, qui est que ce sont des énergies intermittentes. Et que donc, quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le charbon ou le gaz. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète du gaz. Ça a échappé, mais c'est comme ça. Et donc, quand il y a beaucoup de gens qui achètent du gaz, qu'est-ce que fait? Les prix montent, voyez? Et ce sont ces gens-là qui payent plus cher le prix pour des bêtises de Emmanuel Macron et de la Commission européenne. Parce que l'énergie nucléaire était la plus compétitive et on avait les prix les plus bas d'Europe. Elle est encore majoritaire en France. Et la mais- croissance. Évidemment qu'elle est majoritaire. Mais on a fermé Fessenheim. Éric, On a- oui, bien sûr. Il Et la faudrait croissance répondre, mondiale. parce que je vous en prie. Alain Duhamel, Et la répondez. croissance mondiale qui pèse sur le Non, prix mais des carburants. c'est ce que j'allais dire. Ce qui provoque l'augmentation actuelle. Je ne parle pas sur les 40 ans ni les 20 ans. L'augmentation actuelle depuis plusieurs mois. C'est la Du croissance gaz, nouvelle après le Covid. Oui, c'est la reprise mondiale de la croissance. On aurait dû s'y attendre, C'est alors. mais je le sais Mécanique, bien. on est d'accord. Mais c'était mécanique. Ok, Évidemment, ok. c'était mécanique. Ok. Bon, par ailleurs, moi, je suis pour le nucléaire. Donc, On est d'accord là-dessus. mais je ne considère pas forcément que les éoliens, c'est la mort de tout, même si j'aime mieux les voir dans l'océan que sur la Terre. Bon, je reprends sur la question qui nous était posée quand même, qui était sur Les gilets jaunes. est-ce qu'il faut redouter ou espérer, chacun comme il veut, le retour des gilets jaunes. C'est évident que dans une période de ce genre,
ou même si on a fait énormément pendant toute la durée du Covid, il y a toute une catégorie de gens qui ont des grandes difficultés, qui les ont avec le prix de l'énergie et qui les ont avec le prix de l'essence. C'est évident qu'il faut faire quelque chose tout de suite, c'est-à-dire pas faire quelque chose dans 3 semaines. Et ce que je comprends mal, c'est pourquoi les décisions n'ont pas été prises la semaine dernière, quand on a vu ce qui se passait. Alors vous allez me dire que techniquement c'est compliqué. Techniquement ça se joue entre est-ce qu'il faut un chèque ou est-ce qu'il faut... La baisse. Alors plutôt un chèque, semble-t-il, si on en croit Bruno Le Maire. J'ai bien compris. Ou plutôt la baisse des taxes. La baisse des taxes avait un avantage, c'est que ça se faisait tout de suite. Le chèque, ça a un avantage, c'est que ça peut être ciblé sur les catégories les plus menacées, étant entendu que, encore faut-il arriver à les dénombrer sans attendre, parce que la question, c'est sans attendre. Alors maintenant, si on attend, plus le risque d'avoir la colère grandir augmente aussi. Exactement, et je pense que dans une période comme celle-ci, qui est très importante, qui est une période à la fois de reprise économique, mais de risques existants, y compris pour la santé, et qui est une période de campagne présidentielle, avec des candidats qui sont intéressants à suivre. Et bon, à ce moment-là, si pendant les 6 mois qu'il y avait, on se retrouvait dans une phase de conflit perpétuel sur les autoroutes et ailleurs, et avec un climat de ce genre, je pense que ce serait la pire des hypothèses pour prendre des décisions raisonnables. Chèque carburant ou baisse de la TVA, Éric Zemmour ? Écoutez, je pense évidemment que ce sont des mesures de court terme qui sont indispensables, mais qui ne doivent pas occulter les mesures de long terme à prendre, c'est-à-dire la reprise du nucléaire, enfin bon, etc., etc. Qui n'a pas été diminué. À court terme, il a été, oui, mais ils ont fermé Fessenheim. Non, mais on a augmenté la consommation d'électricité, on pousse les voitures électriques, etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas vous refaire. Mais là, à court terme, qu'est-ce qu'on fait ? À court terme, moi, je serais plutôt favorable à une baisse des taxes. Donc de l'argent en moins dans les caisses de l'État ? Oui. Mais vous savez, au point où on en est, au point où Emmanuel Macron a jeté l'argent par les fenêtres pendant le Covid en distribuant... Personne ne s'en est plaint pendant le Covid. Personne ne s'en est plaint, mais regardez maintenant les chiffres, on se rend compte qu'on a distribué... On a distribué 2 fois plus que nécessaire. Donc c'est vraiment une gestion dispendieuse de l'État, mais ça ressemble à ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début de son mandat. Justement. C'était sans alternative. Si on aurait pu dépenser... de façon plus calibrée. Non, mais enfin, Alain Duhamel. Le fait de faire un soutien massif pendant le Covid. Bien sûr. Alain Duhamel, Éric Zemmour, puisqu'on a amorcé la discussion sur le pouvoir d'achat des Français, et c'est bel et bien ce qui les concerne au quotidien, et c'est le drapeau de cette rentrée, le pouvoir d'achat, ça va être notre premier thème de discussion dans le Face à Duhamel, Éric Zemmour, et nous sommes en direct jusqu'à 19h. Votre programme avec European Homes. Concrétisez vos projets d'achat ou d'investissement dans le neuf partout en France. European Homes, artisan de votre qualité de vie. Monsieur Grand-Sage, on voudrait savoir combien vaut notre appartement. 218 000 €. Il sait tout. Oui, comme les plus sages, estimez gratuitement votre bien sur Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. Qu'est devenue Delphine Jubilard? Delphine ne serait jamais partie sans ses enfants. Jamais. Son mari Cédric l'a-t-il tué? À chaque fois que la justice a trouvé un coupable avant de le chercher, elle a commis une erreur judiciaire. Des proches du couple témoignent. Pour la première fois. Oui, il nous dit tout simplement qu'elle n'est plus à la maison. Si elle est chez l'une d'entre nous, qu'on le lui dise, quoi. Enquête sur une disparition inexpliquée depuis bientôt 1 an. Jubilard pour le meilleur et pour le pire. Ce soir, 20h50 sur BFM TV. Et dès maintenant, en avant-première sur RMC BFM Play. Il y a quelques mois, Marc est entré à l'APEC. Il a été coaché, challengé, il a sélectionné des offres, il a postulé, il est confiant. Et aujourd'hui, un recruteur va avoir la chance de l'embaucher. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. Parce que j'entendais moins bien, j'avais renoncé à plein de choses. Et puis je suis allée chez Audica. Bien entendre à nouveau, alors là, ça a tout changé. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. Bien entendre, ça change la vie. Aujourd'hui, avec le 100% santé, vos aides auditives peuvent être remboursées à 100%. Appelez le 3220 et dites Audica. Découvrez l'alliance parfaite d'arômes incomparables
Capturez dans chaque capsule l'or espresso aluminium. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Recyclez vos capsules en aluminium, l'or espresso. Plus d'informations sur l'or.fr. Savez-vous qu'il est possible d'envoyer une lettre recommandée depuis chez vous ? Sur laposte.fr, j'envoie ma lettre recommandée. La Poste l'imprime et se charge de la remettre. Envoyer ma lettre recommandée sans me déplacer, c'est simple. C'est sur laposte.fr. Monsieur Grand-Sage, on voudrait savoir combien vaut notre appartement. Combien de pièces? 3. Meilleur agent. 218 000 €. Merci. Et vous savez à quelle agence on peut confier la vente? Cœur d'or ou agence Orfèvre. Il sait tout. Comme les plus sages, estimez gratuitement votre bien sur Meilleurs Agents. Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. Faut que je te laisse, là, j'ai un petit coup de pompe. C'est pour la pompe à chaleur. Mais vous êtes qui? Je suis Effie Lafay. Pour la pompe à chaleur, c'est moi qui fais. Je choisis un artisan près de chez vous et je supervise vos travaux et garantis leur qualité. Et vous vous occupez des aides? Évidemment. Un projet de rénovation énergétique? Contactez Effie. Effie Damant. Vos verres. Pour vous, ce sont juste des verres. Pour nous, chez Zeiss, ce sont vos yeux. Alors, avant de concevoir vos verres, on s'est un peu entraîné. Avec nos objectifs, on a été les yeux du premier homme sur la Lune. Des plus grands cinéastes. On a été les yeux de Monet, le microscope de Darwin et de plus de 30 prix Nobel. La machine chez votre ophtalmologiste, c'est nous aussi. Et toute cette histoire, ces innovations, devinez où on les a mises. Dans vos verres, signé Zeiss. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Dimanche, l'OM fera trembler le PSG. Ne manquez pas le Classico. Ce dimanche 24 octobre, en direct sur Prime Video. Il est grand le monsieur. C'est la soupe, ça fait grandir. Déjà de retour? Ça marche bien les soupes, dis donc. Je crois qu'elles font grandir. Allez, viens. Chez U, on n'en fera jamais assez pour les petites entreprises locales. U, commerçons autrement. Savez-vous qu'il est possible d'envoyer une lettre recommandée depuis chez vous? Sur laposte.fr, j'envoie ma lettre recommandée. La Poste l'imprime et se charge de la remettre. Envoyer ma lettre recommandée sans me déplacer, c'est simple. C'est sur laposte.fr. got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill from the bottom to the top of it. Transition, la lumière sous contrôle. Dispositif médical. Transition signature Gen 8. Des teintes qui donnent du style. Demandez conseil à votre opticien. Il reste encore des mers à traverser. Des mers riches de lieux qui ne demandent qu'à être explorés. Car en réalité, le plus beau voyage sur la Terre se fait sur la mer. Costa. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. Monsieur Grand-Sage, on voudrait savoir combien vaut notre appartement. Combien de pièces? 3. Meilleur agent. 218 000 €.
Merci. Et vous savez à quelle agence on peut confier la vente? Cœur d'or ou Agence Orfèvre. Il sait tout. Comme les plus sages, estimez gratuitement votre bien sur Meilleurs Agents. Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. Oui, monsieur, c'est ça. Il vous suffit de la charger la nuit comme votre téléphone. C'est si simple. Et regardez la taille du coffre. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime faire des économies, pas vrai? Juste 3 € pour 100 km. Voilà ce que ça va vous coûter. Et en plus, vous avez la possibilité... Allez, on va être en retard. Bon, faut que j'y aille. Avec la Nissan Leaf, vous avez tout à gagner à passer à l'électrique. C'est vraiment le moment de passer à l'électrique. La Nissan Leaf équipée est à partir de 99 € par mois seulement. Votre programme avec European Homes. Concrétisez vos projets d'achat ou d'investissement dans le neuf partout en France. European Homes, artisan de votre qualité de vie. Monsieur Grand Sage, on voudrait savoir combien vaut notre appartement. 218 000 €. Il sait tout. Oui, comme les plus sages, estimez gratuitement votre bien sur Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. Et c'est un face à Duhamel exceptionnel aujourd'hui que nous avons lancé il y a maintenant un quart d'heure et nous sommes en direct jusqu'à 19h face à Duhamel, à Alain Duhamel. Nous avons Éric Zemmour ce soir encore avec nous qui, on l'a bien compris, éditorialiste, essayiste. Pas encore candidat. Pas encore candidat, conteur d'histoire. Mais c'est l'actualité qui nous intéresse et le pouvoir d'achat qui est au centre, au cœur vraiment de cette rentrée politique. Est-ce qu'Éric Zemmour, si jamais il est candidat, pourrait être le président du pouvoir d'achat, Alain Duhamel? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, parce que je ne connais pas, je connais très bien ses idées historiques, je connais très bien ses idées géopolitiques, je ne connais absolument pas ses idées économiques. J'ai un vague sentiment de ce que ça peut être, mais si vous me demandez quelles sont les 10 premières mesures qu'Éric Zemmour, président, voudrait prendre dans le domaine économique, je vous répondrai que je serais très intéressé. Pourtant, c'est la préoccupation numéro 1 des Français, le pouvoir d'achat. Oui, non, mais bon, d'abord, de toute façon, pendant les présidentielles, quel que soit le pouvoir d'achat, ça revient toujours au premier plan. C'est d'ailleurs normal. Ça ne veut pas dire que ce soit le seul sujet, parce qu'il y a d'autres sujets. Bon, il y a effectivement l'immigration. D'ailleurs, Éric Zemmour fait ce qu'il peut pour ça. On en parlera tout à l'heure. Mais enfin, bon, il y a l'immigration, il y a l'insécurité, il y a aussi le Covid, qui n'est pas quelque chose qui est terminé. Oui, et donc, on ne sait pas encore exactement ce que sera vraiment la dominante. Mais ce qui est sûr... À 41%, selon le sondage Elab, c'est le pouvoir d'achat. Pour l'instant. Bien sûr. Devant la sécurité. Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, au milieu de ces incertitudes, il y a une certitude, c'est que le pouvoir d'achat, de toute manière, est un enjeu essentiel dans une campagne. Éric Zemmour, ça vous intéresse, le pouvoir d'achat des Français? Parce que vous en parlez assez peu. Et pourquoi ça ne m'intéresserait pas? Tout m'intéresse, et le sort des gens m'intéresse, le sort des Français m'intéresse. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Vous savez, moi, je ne suis pas né... On ne vous entend pas sur cette thème-là. Je suis pas né... Mais d'abord, je vais vous dire... on ne m'entend pas aussi sur d'autres thèmes, tout simplement, et j'ai fait la réflexion l'autre jour, j'étais à Nîmes et Béziers avec les journalistes, je leur dis, quand je parle d'immigration, on dit... Ah ben voilà, il reprend ses marottes. Et quand je ne parle pas d'immigration, que je parle d'éducation, que je parle de travail, comme j'ai fait à Lille, d'éducation comme j'ai fait ce week-end, alors là, on parle de rien. Et alors d'économie? Alors, et d'économie, mais évidemment que ça m'intéresse, j'ai toujours aimé l'économie, en plus ça me passionne. Et je voudrais simplement, pourquoi vous avez cette impression? Parce que nous avons vécu, et Alain Duhamel était le grand prêtre de cette période, la période pendant 40 ans où l'économie était reine. Je dirais même l'économisme. Or, je pense que nous sommes sortis de cette période qui était une période marquée par la paix. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans des temps tragiques. Et donc, je pense que la question majeure, c'est l'identité et le destin de la France. Et c'est pour ça que vous croyez que l'économie ne m'intéresse pas. C'est parce que j'ai dit et j'ai répété qu'il fallait sortir de cet économisme et qu'il fallait comprendre que le sort... grand prêtre, parce qu'il y avait une doxa, une doctrine qui a imposé le thème du libéralisme. Alain Duhamel a une caractéristique, non, c'est pas le libéralisme. Alain Duhamel a une caractéristique, c'est qu'il est à la fois intervieweur et grand prêtre de la doxa idéologique. Donc en général, il interviewe et il amène ses intervieweurs sur sa doxa idéologique. C'est-à-dire que chacun de nous deux a son idéologie. Ah mais absolument, mais ça je suis d'accord. Donc je répète, donc évidemment, l'économie m'intéresse et le pouvoir d'achat, si vous voulez, ce que je ne veux pas, c'est rentrer dans la rivalité des mesurettes démagogiques telles que le font
Xavier Bertrand, Marine Le Pen et la gauche. Promettre une augmentation du SMIC, c'est démagogique? C'est démagogique. Si on n'explique pas qu'il faut... Le problème français, c'est l'appauvrissement de sa population, et l'appauvrissement est lié à ce qu'on ne produit pas assez, qu'on a désindustrialisé. On a la production, l'industrie représentait 24% de la richesse nationale en 1980, et aujourd'hui c'est à entre 12 et 14%, alors que les Allemands et les Italiens restent au-dessus de 20%. Nous, on est comme ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous voulez, on a une population active qui n'est pas assez active, si j'ose dire. C'est-à-dire que les jeunes rentrent trop tard dans la vie active, les gens plus de 55 ans sortent trop. Et ça, si vous voulez... ne travaille pas assez? La France, globalement, c'est pas chacun d'entre nous, évidemment, mais globalement, la France ne travaille pas assez, n'a pas assez d'activité. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? Emmanuel Macron n'a rien fait pour ça. Ne me dites pas, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a strictement rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien. Mais de toute façon, c'est ça, Emmanuel Macron. Il dit quelque chose et il ne fait jamais ce qu'il dit. Ou il fait le contraire. Ou alors, il explique qu'il faut faire en même temps les deux choses. Donc, je finis, Alain. Je finis. Donc, je pense que il faut produire plus. Réindustrialiser, travailler plus pour gagner plus, comme disait Nicolas Sarkozy, c'était un très bon slogan. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses. Et en plus, il faut simplement, aider davantage l'industrie française à se relocaliser. Comment? Pourquoi on a délocalisé? Parce qu'il y a trop de protection sociale, il y a trop de charges sociales. Pourquoi il y a trop de charges sociales? Je vous donne les chiffres, c'est facile. 30% du PIB pour la protection sociale, 56% pour la dépense publique, 47% pour les prélèvements obligatoires. Vous voyez, on peut aller très loin comme ça. On est champion du monde en tout. Mais ça finance aussi les hôpitaux, ça finance les infirmières. Mais bien sûr, vous avez raison, mais ça finance aussi le monde entier. Je vous laisse la parole, Alain. Oui, mais ça finance aussi... Non, mais attendez, parce que... Mais si, Alain, non, mais parce que l'économie a besoin de raisonnement un peu long. Bon, voilà. Vous ne connaissiez pas le programme d'économie, vous l'avez maintenant. Donc attendez. Je finis. Donc pour réduire la charge de la protection sociale sur les entreprises, sans écorner le modèle social français, il faut s'en prendre à la part qui est non contributif, à la part qui finance la solidarité nationale et qui va aux étrangers. Ça représente des sommes énormes, à peu près 20 milliards ou 30 milliards par an. Il faut enlever les allocations familiales, les allocations logement, le RSA à la population étrangère. Bon, grand prêtre de l'économisme. Alors, déjà sur grand prêtre de l'idéologie dominante. Dominante, je ne sais pas. Déjà sur le, il faut tout couper pour les étrangers. C'est vrai que non contributif, j'ai dit Alain. Non, voilà. Parce que quand ils cotisent, ils ont le droit. Alors on est d'accord. Alors c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers, heureusement d'ailleurs, qui eux cotisent. Bah, évidemment. Et qui, compte tenu de la structure des âges des immigrés, par-dessus le marché. Vont cotiser non, parce que je les connais. Je vous répondrai après. Ils considéreraient que mes 30 secondes équivalent... Alors je ne dis rien, je vous répondrai après, pardonnez-moi. Bon, vous victimisez pas, là, allez-y. En revanche, je pense qu'il est tout à fait possible, sans être démagogue, de mettre en avant un certain nombre de mesures qu'on pourrait appliquer après l'élection présidentielle. Rien, par exemple, on peut très bien se donner comme objectif qu'il n'y ait pas de retraite inférieure à 1 000 euros, mais pas inférieure à 1 000 euros brut, mais pas inférieure à 1 000 euros net. Bon, ce qui serait, pour la catégorie qui est la plus précaire de toutes, quelque chose de nécessaire. De même, on sait très bien qu'il y a des professions pour lesquelles une revalorisation est non seulement promise, mais équitable. Les agriculteurs. On peut penser aux agriculteurs, pour qu'il y ait eu quelques mesures de prise, mais pas assez. On peut penser au personnel de santé, à commencer... en fait, en réalité, l'ensemble du personnel de santé, parce que même les grands patrons sont payés de façon scandaleusement médiocre. Bon, donc, à eux, de même qu'on s'y est engagé, mais on y va à tout petit pas et on pourrait accélérer le pas en ce qui concerne les enseignants, surtout si on veut avoir un niveau d'enseignant qui, de nouveau, s'améliore au lieu de se dégrader comme ça a été le cas pas depuis 5 ans.
mais comme ça a été le cas depuis 30 ans, d'ailleurs ça se voit par l'absence de candidats pour enseigner et par le niveau de notes auquel on accepte des candidats, par exemple au CAPES. Donc il y a un gros problème, il faut bien trouver des solutions. Et puis pour le reste, moi je ne crois pas aux relèvements généraux et massifs. Mais par exemple, il y a des branches qui manquent de personnel. En règle générale, quand les branches manquent de personnel, c'est que le personnel en question n'est pas assez payé. D'accord. Mais je suis d'accord. Je voudrais simplement... Alain Duhamel. Mais je sais que ça n'est pas les Ce sont les entreprises qui augmentent les salaires. Il faut, d'ailleurs, les entreprises le demandent elles-mêmes, que ce genre de négociations, les entreprises ne sont pas toujours très pressées de les mener, mais que ce genre de négociations se fasse par branche professionnelle. Ça a commencé d'ailleurs. Oui, mais je suis d'accord. On est au début du début. Là, vous êtes d'accord là-dessus? Je suis d'accord avec les catégories prioritaires. Exactement. Je voudrais simplement dire qu'il faut financer ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit il faut réduire les charges sociales et donc il faut réduire la protection sociale pour que la solidarité nationale redevienne uniquement nationale. Donc vous êtes un libéral, Éric Zemmour? Attendez, non, mais libéral, ça ne veut rien dire. Libéral, c'est pas parce qu'on réduit les impôts qu'on est libéral. En l'occurrence, vous savez, le général de Gaulle était colbertiste et au temps du général de Gaulle, il y avait 33% de prélèvements obligatoires. Donc il faut arrêter avec ces dichotomies. Bon. Deuxièmement, on peut le financer autrement aussi. J'ai dit, si le fait de redevenir, que la protection nationale, que la solidarité nationale redevienne nationale, ça va permettre des économies entre 20 et 30 milliards selon les chiffres. On peut aussi, avec la retraite, accroître la durée de travail jusqu'à 64 ans. Et là, ça nous fait encore des économies de 20 à 30 milliards. Je vous ai entendu dire 67 ans. Non, j'ai dit, mais non. Alors, précisez votre pensée. C'est le Front National qui reprend ça pour me faire passer pour un méchant. C'est de bonne guerre. J'ai dit simplement dans une émission de CNews, au temps où j'étais chez vos amis et concurrents de CNews, que les Allemands avaient fait 67 ans et que tout dépendrait de l'espérance de vie. Je rappelle que, mais j'avais dit, 64 ans, c'était ça, ça me paraissait raisonnable. Emmanuel Macron n'a rien fait. Contrairement à François Fillon, à Édouard Balladur, et même à Jean-Pierre Raffarin, et même à Jean-Marc Ayrault. Et même à François Hollande. Et c'est ce que je dis, Jean-Marc Ayrault. Il n'a rien fait. Il y a eu 2 ans de Covid aussi. Mais alors ça ne doit pas empêcher de réformer. Mais je suis désolé, il n'a rien fait. Le résultat, c'est ça. Moi, je vois que le résultat. Donc c'est la priorité, c'est la retraite à 64 ans. Non, ce n'est pas la priorité. Et je finis, attendez, parce que Alain a dit tout à l'heure, dans les étrangers, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Sur les retraites d'un mot, quand même. Mais moi, je vous ai laissé finir 2 minutes. Parce que vous retenez, c'est tout ce que j'ai dit. Et moi, je vous ai longuement écouté. Mais moi aussi, il termine. Je termine. Vous savez que Alain a raison. Il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent, qui cotisent, et ces gens-là ont tout à fait le droit à notre respect et évidemment au résultat de leur contribution, c'est-à-dire pour la sécurité sociale, pour la retraite, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a deux mais. Le premier mais, c'est évidemment les fraudes sociales. Vous savez qu'il y a beaucoup de fraudes sociales qui touchent essentiellement les étrangers et qui sont évaluées par Charles Prats à 40 ou 50 milliards. La Cour des comptes elle-même dit entre 15 et 45 milliards. Les fraudes, évidemment, on ne peut pas les évaluer. Vous pouvez donner de la tête. Ne me dites pas 1 milliard, parce que ça serait grotesque. J'ai lu le livre de Charles Prats, qui n'est pas uniquement sur la fraude sociale des étrangers. Il parle aussi des arnaques à la TVA et des arnaques des entreprises. Charles Prats dit une chose très simple. Nous sommes 67 millions d'habitants. Il y a 75 millions de cartes vitales. Oui. Bon. Deuxièmement, et je finis avec ça, quand Alain Duhamel donc dit cela, il oublie quelque chose d'important, me semble-t-il. Il y a 8% de chômeurs en France. Moyenne. Oui. Chez les étrangers, il y a 14%. Un peu moins en ce moment. Il y a 13%. Non, j'ai pas compris. 14% parmi la population étrangère, de chômeurs. Ah, parmi la population étrangère en France. Absolument. Oui, d'accord. Deuxièmement, il y a 13,8% d'inactifs, chômeurs plus inactifs, dans la population française en moyenne. Chez les étrangers extra-européens, ce chiffre monte à 40%. Donc vous voyez bien qu'il y a un vrai problème. Nous sommes passés d'une immigration de travail dans les années 60-70 à aujourd'hui une immigration sans travail. Nous devons cesser cette immigration sans travail. Elle nous coûte très cher. Nous devons renvoyer ces gens chez eux. Est-ce qu'il redonnera du pouvoir d'achat? Et dernière chose, vieille règle marxiste, absolument. L'immigration pèse sur les salaires et donc réduire l'immigration, ça permet d'augmenter les salaires. C'est ce qu'on voit au Royaume-Uni en ce moment. Alain Duhamel. Bon, alors, il y a en tout cas 2 choses. Il y a ce qui concerne l'immigration et il y a ce qui concerne les fraudes. Sur certains points, ça se recoupe.
sur certains points et pas sur tous les points. Non, il y a des arnaques aussi à la taxe carbone, par exemple. C'est pas, oui. C'est pas la charge, c'est la TVA. Non, mais moi je vous parle de fraude sociale. Non, mais je sais bien. Pardonnez-moi. Je veux dire, il y a des fraudes dans beaucoup de domaines, et il y en a beaucoup trop. Bon, sur les fraudes. Tous les gouvernements successifs essayent de les combattre du mieux qu'ils peuvent, avec des résultats insuffisants. C'est pas vrai. Non, mais je croyais que c'est moi qui parlais. Pardon. Bon, avec des résultats évidemment insuffisants. Il y a des choses à faire. Je veux dire, par exemple, en ce qui concerne les cartes vitales, on peut parfaitement imaginer, il y a un certain nombre de techniques biométriques qui permettraient à ce moment-là d'éviter justement ce genre de fraude. Que le gouvernement a refusé, Alain. Que le gouvernement a refusé. Que le gouvernement a refusé pour des raisons... Le gouvernement d'Édouard Philippe a refusé. Oui, non, mais ne m'apprenez pas ce que je sais. Ah, pardon. Bon, et si je dis qu'il faudrait le faire, c'est parce que je sais que ça n'a pas été fait. Mais vous le dites pas. Autrement... Vous ne dites pas que le gouvernement l'a refusé. Pas qu'il ne l'a pas fait, qu'il a refusé. Je ne vois pas pourquoi. Je l'aurais dit, puisque j'essayais de poursuivre mon raisonnement, ce qui avec vous n'est pas toujours évident. Non. Bon, alors, je reprends. En ce qui concerne les fraudes, il est possible, il y a des réponses. Bon, de même que en ce qui concerne le contrôle policier, par exemple, avec la biométrie, là aussi, on pourrait arriver à obtenir de bien meilleurs résultats que ce qu'on obtient. Donc, il y a ce domaine-là qui est soluble. Bon, pour le reste, en ce qui concerne... Alors ça, c'est une conviction personnelle, vous n'êtes pas du tout obligé, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous le direz. Mais pour le reste, si on veut vraiment créer de l'emploi... Et sous ce quinquennat-là, le taux de chômage aura baissé quand même. C'est quand même pas inintéressant. On est d'accord. C'est factuel. Il a baissé. Non, mais bien sûr, il a baissé. Il a baissé, il est remonté à un moment et il rebaisse. Il n'a jamais été aussi bas depuis 2008. Il ne faut pas dire que, je veux dire, tout n'est pas blanc et noir. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qui a été fait me convient, parce que ça n'est pas la réalité. Mais il n'empêche que sur le plan économique, on se trouve au moment où la reprise a lieu, on se trouve avec un taux de croissance, notamment pour l'année prochaine, qui est très supérieur à tout ce qu'on a connu depuis très longtemps, avec un taux d'investissement qui est en tout cas encourageant, et avec, ce qui est mécanique, un taux de chômage qui diminue. Mais l'idée sur laquelle je voulais terminer, c'est que si on veut vraiment, de façon saine, faire reculer le chômage, la réponse, c'est d'abord et avant tout la croissance. Et que de ce point de vue, tout ce qui est fait pour faciliter la croissance, et il y a des choses, tout n'a pas été fait, mais il y a des choses qui ont été faites, par exemple, en ce qui concerne le droit du travail, et ça a facilité les choses, tout ce qui fait, de même des réformes fiscales pour les entreprises, tout ce qui a été fait facilite la croissance, et la croissance, évidemment, facilite la baisse du chômage, même si elle ne règle pas tout, et la situation économique est meilleure aujourd'hui. Je termine là-dessus, et en particulier ce qui est un des gros problèmes français, la question du chômage pour ceux... Du chômage de masse et long. Pour ceux qui malheureusement n'ont pas soit de compétences professionnelles suffisantes, soit appartiennent à des professions qui sont en train de décliner et n'ont pas la nouvelle formation qu'il leur faudrait. Alors, et ça, on le sait bien. Sur ça, réponse très courte. Alors, je vais essayer de répondre de façon rapide. Premièrement, oui, la croissance est repartie très haut, mais nous étions le pays d'Europe qui avions le plus chuté en termes de croissance. Donc évidemment, mais quand là, on chute, est en tête. Vous voyez, vous m'interrompez tout de suite. Alors non, parce que la réponse est courte, Alain. Merci. Il y a un autre thème qui arrive. Donc, plus évidemment, comme on est tombé beaucoup plus bas que les autres, on remonte plus haut. Non. Mais ça ne changera rien fondamentalement. Deuxièmement, le problème fondamental que n'a absolument pas résolu Emmanuel Macron et même qu'il a aggravé, c'est notre manque de compétitivité. Nous avons des déficits commerciaux depuis 2005. Nous ne sommes plus en équilibre. Jadis, les services compensaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons 65 milliards de déficit commercial en 2020. Nous sommes le seul pays d'Europe avec le Royaume-Uni à être en déficit commercial. Nous avons une déficit de la balance des paiements depuis des années. Le résultat, c'est que nous avons une position nette extérieure. La position nette extérieure, c'est la différence entre ce qu'on possède et ce qu'on est possédé, si j'ose dire, par les étrangers. Écoutez-moi bien, de moins 695 milliards d'euros. Ça veut dire 30% de notre PIB. Pour vous donner une comparaison, les Allemands, eux, ont une position nette extérieure positive de 2700 milliards. Parce qu'ils sont sur un positionnement industriel qui se vend, alors que nous, on ne le fait plus, hormis le luxe. Mon cher ami, en 1980, le revenu par habitant des Français était supérieur
au revenu allemand et supérieur au revenu américain. Aujourd'hui, il est inférieur de 15% du revenu par habitant des Allemands et 40% du revenu par habitant des Américains. C'est ça le résultat de la gestion par nos élites brillantes. Depuis quand adoubé par Alain Duhamel. Alain Duhamel n'est pas responsable de ça, non? Si, il est responsable de ça. Non. Bon, on a un nouveau thème à vous proposer après celui du pouvoir d'achat, mon cher Alain Duhamel. Il faudrait quand même répondre. Non, parce que s'il y a une d'avancer. réponse, là on avance. Parce qu'après, il y aura une réponse à la réponse, et croyez-moi, on est là jusqu'à plus d'heures. Je vais dire une seule chose. Dans ce que vient de dire Éric Zemmour, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il reconnaît au passage que c'est le résultat de 40 ans, mais ça n'est pas une satisfaction. Non. Du tout. Si vous êtes d'accord. Ce n'est pas une satisfaction, ce n'est pas mais une explication, mais que quand la France emprunte, les taux auxquels elle peut emprunter prouvent en tout cas qu'on est considéré on lui fait encore confiance. Comme une nation. Mais non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais l'Italie a quasiment le même taux que nous. Non, ça, quasiment. Vous savez très bien que dès que les Italiens commencent, c'est relancé, on avait dit non. les Italiens commencent, mais ce qui n'est pas le cas avec Draghi qui est excellent. Alors, mais avec ça, c'est le cas. Avec justement, ses prédécesseurs. Alain Duhamel, Éric Zemmour, mais justement, vous nous amenez à notre nouveau thème de discussion, mais qui concerne la France. Est-ce que la France, en tant que nation, aujourd'hui, est en danger? Là, vous êtes en train de dire qu'elle est même en danger industriel, en danger en tant que puissance économique, mais est-ce qu'il y a aussi un autre danger qui menace aujourd'hui le pays, peut-être un danger qui vient de l'intérieur? D'identité. Je réponds ou c'est Alain? C'est moi. C'est toujours lui qui répond le premier. Ah, mais vous pouvez y aller, Alain, moi ça me gêne pas. Hein. Alors allez, Alain. Allez-y, Alain. Comme vous veniez d'avoir la parole, c'est pour ça. Moi ça me gêne, c'est comme vous voulez. Allez. Vous avez raison, je distingue deux choses. Il y a ce dont on vient de parler, qui pour moi relève du déclin. Déclin économique, industriel, appauvrissement des gens. Vous voyez, ce que j'appelle la tiers-mondisation. Bon, ça c'est très exagéré. Tiers-mondisation. Je vous assure que allez voir des millions de gens, ils sont tiers-mondisés. Non, mais tiers-mondisation, ça veut dire quelque chose. C'est mon expression. Voilà. Bon, ça veut dire un appauvrissement. Ah, j'aime mieux ça. Un appauvrissement global, ça veut dire une tiers-mondisation. On passe dans la deuxième division. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, et il y a autre chose, c'est la survie. Vous voyez, le déclin et la survie de la France en tant que nation, en tant que France. C'est deux choses, vous voyez, qui se recoupent parfois, etc. On l'a vu tout de suite. Mais là, je pense aujourd'hui que nous vivons une situation tragique qui est que si nous poursuivons cette invasion migratoire et cette islamisation de quartiers de plus en plus nombreux dans le pays, nous allons, sous 10 ans, sous 20 ans, vers un Liban en grand, et pire encore. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à le dire. Je rappelle que François Hollande parlait de partition. Souvenez-vous, en 2012. Ça finirait par une partition. Je vous rappelle, mais vous le savez tous, que le ministre Gérard Collomb avait dit des Français les uns face aux autres. Absolument. Non, Alain, pardonnez-moi. Il dit, ça finira par une partition. Je vous assure. Il était au futur. Vous êtes un prophète du malheur? Vous savez, je pense que la politique, puisqu'on parle toujours de politique, vous n'êtes pas un homme politique, etc. Je pense que la politique, c'est prévoir le pire et non pas le meilleur pour mieux l'éviter et pour mieux le combattre. Donc je pense effectivement que si nous continuons comme ça, avec nos 275 000 d'entrées légales par an d'étrangers, avec nos 140 000 ou 170 000 droits d'asile dont on expulse personne, alors qu'il y en a 80% de déboutés. Si nous continuons avec, je ne parle même pas des enfants là-dedans, qui sont dans les chiffres. Donc si nous continuons à peu près à 400 000 étrangers légaux, je ne vous parle pas des clandestins, parce que là, les spécialistes évaluent à peu près entre 400 000 et 800 000 clandestins. Ça dépend, j'ai lu encore... Stefanini dit 3 fois l'AME. Les gens qui touchent l'AME, c'est 300 000. Non, mais je suis d'accord que c'est ce que dit Stefanini, qui est un très bon spécialiste. Mais il y a d'autres spécialistes qui ont d'autres chiffres. Et on va vers la guerre civile? Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là. Quand on va dans le Bataclan et qu'on massacre plus de 100 personnes à la Kalachnikov, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un prêtre dans son église, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un professeur et que sa tête roule sur la chaussée, ça s'appelle une guerre civile. Frédéric Salabarou, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous le temps de Jacques Chirac, dit que c'est vous qui provoquez la guerre civile avec ses propos. Eh ben voyons. Mais ça, vous savez, c'est toutes les élites qui disent ça. Mais c'est facile. Vous savez, on a cité Bainville tout à l'heure.
On a cité. Non, mais vous êtes en Attendez, quelque mais je vais répondre. Alors qu'Alain Duhamel manière de aussi vous répondre. répondre. On a cité Bainville tout à l'heure. Bainville disait déjà à l'époque, vous savez, en 1920, je fais très vite. En 1920, il écrit un livre, Alain le connaît, qui s'appelle Les conséquences politiques de la paix, dans lequel il annonce tout ce qui va passer dans les années 30, alors que Hitler est encore un peintre du dimanche, uniquement en se basant sur les limites et les insuffisances du traité de Versailles. On lui dit exactement la même chose. Vous êtes un oiseau de malheur, vous êtes un prophète de malheur. Et il dit, les républicains, puisque ont l'habitude de prendre celui qui annonce les catastrophes pour celui qui les provoque. Il aura eu raison, il aura été prophète de malheur. J'espère simplement que je n'aurai pas le même succès, si j'ose dire. Et c'est pour ça, justement, que je m'élève et que j'appelle les Français, parce que je leur dis, faites attention, on y va, on y est déjà. Donc arrêtons. Moi, je n'égorge personne, vous savez. Je n'égorge personne, pour répondre à M. Salabarou. Et c'est M. Salabarou, quand il était à l'Élysée, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour arrêter les flux migratoires. Il n'a rien fait pour essayer d'assimiler les gens qui venaient. Il n'a rien fait du tout, M. Salabarou. Il a écrit avec M. Chirac des grands discours à l'aune du multiculturalisme et de la repentance. C'est ça qu'il a fait, M. Salabarou. Alors, vraiment, c'est lui et les autres qui ont préparé la guerre civile que nous avons aujourd'hui. Est-on en situation de guerre civile, Alain? Alors, évidemment, non. Attendez. Dans ce que dit Éric Zemmour, il y a évidemment des choses qui sont vraies. S'il s'agit de dire qu'il y a des... Non, mais c'est moi qui parle. S'il s'agit de dire qu'il y a des quartiers dans lesquels on ne peut même pas pénétrer sans risque physique immédiat. La police. Alors, la police. Non, mais nous aussi. Mais évidemment, nous aussi. Donc, ça existe évidemment. S'il s'agit de dire qu'il y a un danger terroriste permanent, évidemment, ça existe. Et personne ne peut d'ailleurs imaginer qu'ils disparaissent brusquement parce qu'il y a des causes françaises, il y a des causes qui sont liées à notre histoire, notamment en Afrique du Nord, mais il y a des causes qui sont mondiales aussi. Je veux dire qu'on trouve des phénomènes de terrorisme, de violence et de menaces. On en trouve aussi dans toute une partie de l'Asie, par exemple, de façon extraordinairement violente. Donc, s'il s'agit de dire, oui, on est dans une période dans laquelle il y a des risques. Oui, on est dans une période dans laquelle il y a des quartiers entiers qui, aujourd'hui, ne sont pas traités comme ça doit l'être dans une république comme la nôtre. Ça me paraît une évidence, et donc comme ça me paraît vrai, je ne le discute pas du tout. De là à dire, on est au bord de la guerre civile, de là à dire, ce qui se passe relève de la guerre civile, je pense que Éric Zemmour est assez cultivé pour savoir que, et d'ailleurs je n'en doute pas, que les mots ont un sens précis. Et que parler de guerre civile, il n'est d'ailleurs pas le seul à le faire, hein, mais parler de guerre civile, la guerre civile, c'est justement la période... C'est jouer avec le feu Non, mais attendez, d'abord, c'est justement, on a le point de comparaison, c'est justement ce dont on était vraiment menacé en 1961. Là, on était vraiment menacé. D'abord, on était menacé d'un débarquement d'une partie de l'armée, qui avait commencé d'ailleurs. Bon, d'autre part, on était menacé par l'OAS, d'autre part, on était menacé par le FLN. On était vraiment physiquement et politiquement au bord de la guerre civile. Et moi, je peux vous dire, là, c'est pas le cas. Je l'ai vécu de près, y compris comme un idiot. Par exemple, quand Michel Debré, au moment du putsch des généraux, a appelé à aller à pied, à cheval ou en voiture, etc. Moi, j'ai fait partie des étudiants qui ont foncé comme des crétins, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, pour dire il faut nous armer pour qu'on puisse répondre. Bon, on n'en rêvait, est pas là. On rêvait, hein, mais on n'en est pas là. On était au bord de la guerre civile. Justement, on en est là. Aujourd'hui, je pense qu'on est que c'est ce qui n'est pas une petite chose, ce que je vais dire non plus. Mais on est en péril de division de la nation. Et que dans ces conditions... Et Éric Zemmour est un diviseur ? Je pense qu'il est à la fois la voix et le théoricien de... On est déjà... à l'extrême limite de la guerre civile. Bon, et moi je pense qu'on est dans une période très difficile, qu'on est dans une période de risque, mais que d'une part, la France a encore une culture... D'accord. Non, mais attendez, alors, si quelqu'un comme Éric Zemmour... Non, mais si je peux pas terminer... Oui, mais c'est parce que je veux prolonger... Parce que lui a terminé le sien. Oui, bien sûr. Alors j'aimerais bien que ça soit à égalité. Pardon, terminé. Que Éric Zemmour termine son raisonnement, vous avez termine raison. le mien, d'autant plus qu'il arrivait vers sa fin. Bon, donc...
on est dans une période où il y a un risque important sur l'unité nationale, c'est réel. On n'est pas dans une période dans laquelle on n'a aucun moyen de réponse. On a des moyens de réponse beaucoup plus sûrs que ceux qui existaient auparavant. Si, on a des moyens de réponse. La France n'est pas aujourd'hui un pays traversé de convulsions violentes. Non, on est un pays dans lequel il y a des épreuves, des souffrances, des insuffisances, des risques physiques, une désorganisation qui existe dans certains quartiers, bon, largement liés d'ailleurs au trafic de drogue, évidemment, sur lequel c'est aussi un grand sujet de débat. Tout ça est vrai. Et en plus, il y a des questions qui se posent à propos de ça. Pourquoi est-ce que les Français, par exemple, depuis un bon moment, utilisent plus de drogue que dans d'autres pays autour de nous? Pourquoi ? Ça, c'est pas parce qu'il y a des trafiquants, c'est parce qu'il y a une demande. Pourquoi est-ce que c'est la même chose? Les libéraux vous diraient l'offre crée la demande. Pour toute une série de médicaments. Même chose. Donc, donc moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une fragilité française. Alors, fragilité, mais pas la guerre civile. Il y a un risque français, vous savez, il y a une exposition française, mais il y a des réponses françaises et il ne faut pas jouer avec les mots. On n'en est pas du tout au bord de la guerre. Oui, d'accord. Mais justement, si jamais vous êtes candidat, et si jamais les Français disent, comme ceux qui viennent vous voir les week-ends, disent « Sauvez-nous, on va voter pour vous », et si Éric Zemmour devient président, au regard de ce que vous dites et de votre conception de la société, est-ce qu'Éric Zemmour plonge la France dans la guerre civile ou potentiellement est plutôt le sauveur? C'est ça la question. On regarde ce que vous entendez. J'aimerais bien répondre. Vous êtes un diviseur, justement. Non, vous êtes un diviseur. Non, mais attendez. J'aimerais bien répondre, puisque Alain vient de parler. Si vous lui redonnez la parole, je vais me coucher. Non, mais j'ai rien dit, c'est pas vous, c'est pas vous. C'est pas vous. Je pense que, si vous voulez, il faut bien comprendre ce que nous vivons. Quand on parle de guerre civile, moi je pourrais parler de guerre de religion, je pourrais parler de guerre de civilisation. Parce que c'est tout cela à la fois. Quand Alain parle des troubles en Asie, il a raison, il pourrait dire en Afrique aussi. Et à chaque fois, comme l'a très bien expliqué Huntington, c'est l'islam qui est en cause. On a une guerre de religion et de civilisation partout dans le monde. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, elle se vit avec une particulière intensité en France parce que nous avons tout simplement la communauté musulmane la plus importante d'Europe. Troisièmement, nous avons aujourd'hui des quartiers où c'est pas qu'on ne peut pas rentrer, c'est où l'on n'est plus en France. C'est-à-dire qu'on ne vit plus en France. On vit sous un système juridico-politique et même économique, puisque c'est le trafic de drogue qui est l'adjuvant économique, qui n'est plus la France. Et il y en a des dizaines et des dizaines recensées par l'État et qui ne fait rien. Voilà. Ou pas grand-chose, en vérité. Qui ne fait pas grand-chose. C'est de l'agitation médiatique que fait Darmanin. C'est tout ce qu'il fait, il le sait très bien, d'ailleurs. Dire qu'il ne fait rien, je veux continuer. Vous avez des chiffres terribles. Vous avez vu l'analyse de France Stratégie il y a quelques mois. Vous avez vu qu'il y a dans les quartiers des banlieues parisiennes et autres grandes métropoles, nous sommes arrivés, en fait, à la fin du grand remplacement. Il y a 80% de jeunes entre 0 et 18 ans qui sont issus de l'immigration extra-européenne. 80%, 85%. C'était le mot de Jean-Pierre Chevènement. À Saint-Denis, il y a 185 nations et nationalités. Il n'en manque qu'une seule, la française. Donc ça, c'est dans des dizaines et des dizaines de villes. Et deuxièmement, dans les villes qui étaient épargnées par cette immigration, la Bretagne, la région, Limoges... Je dis ça parce que l'analyse de France Stratégie cite ces villes. Là, il y a 20% d'immigrés extra-européens. Donc ça s'étend. Donc il y a effectivement un phénomène de grand remplacement qui est en cours et qui provoque tous les troubles que nous connaissons. Vous savez, Alain Duhamel, on me dit toujours que je ne prends pas, je ne fais pas attention aux gens, etc., que je ne parle que de la France. C'est pas vous qui le dites. Hein. Bon. Mais je voulais dire qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement le destin de la France qui est en jeu, mais la vie des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers, une jeune femme ne peut pas sortir en robe. Elle se fait insulter, voire tabasser. Aujourd'hui, on peut mourir. Un jeune homme peut mourir pour une cigarette refusée ou pour un regard qui n'a pas plu. C'est ça le quotidien de toute une génération, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est ça la France que nous allons laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Ce thème du grand remplacement, qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Non, mais qui ait un flux migratoire important, ça serait idiot de dire le contraire. Bon, qu'on ait pris certaines mesures, oui. Qu'on en ait pris assez, non. Moi, ma réponse, c'est de toute façon, il faudra
au plan européen, d'une part, un contrôle des frontières européennes qui, pour l'instant, est insuffisant. Je dis bien pour l'instant, faute de moyens et faute de décisions. Il a levé les yeux aussi à Éric Zemmour lorsque vous parlez d'Europe. Attendez, je voudrais lui répondre quand même. Bon, donc il faudrait prendre cette décision-là au plan européen. Il faudrait aussi reprendre la question de l'accord stupide de Dublin qui permet à des immigrés de passer d'un pays à un autre et de finir par s'établir là où ils veulent, ce qui est un système complètement idiot. Surtout en France. Et qui fonctionne malheureusement très bien de son point de vue et très mal d'une autre. Bon. De même, en ce qui concerne l'asile, il faut qu'il y ait une attitude commune des pays européens, que ce soit les mêmes critères partout, autrement. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est à notre détriment. Mais on peut y arriver. Je vous dis pas on y est, mais je vous dis on n'y est pas. Mais je vous dis, faites confiance à l'Europe. Mais je fais pas confiance. Je fais pas confiance ni à l'Europe, ni à la France, ni à personne. Je fais confiance aux décisions susceptibles d'être prises si on en a, un, la volonté, et deux, si il y a les moyens de convaincre nos partenaires. Donc, il y a des moyens qui existent. Par ailleurs, et c'est surtout à ça que je voulais dire, parce que ça, ce que je viens de dire, je veux dire, c'est presque du bon sens. Mais par ailleurs, l'idée selon laquelle il y aurait uniquement aujourd'hui une France totalement traumatisée, une France menacée de partout, une France encerclée, une France envahie, une France non pas fragilisée mais sur le point de se décomposer, de n'être plus elle-même, alors ça c'est une thèse que je ne partage, mais alors absolument pas. On est aussi le pays, d'abord on est un des pays qui a la plus belle histoire du monde et qui a une identité qui continue, une identité culturelle qui continue à exister, même si ça ne plaît pas à tout le monde et même si c'est quelquefois mal utilisé, mais qui existe et auquel d'ailleurs la plupart des gens tiennent mordicus. Donc on est un pays qui a son originalité, qui a son identité. On est un pays qui a le système social le plus protecteur du monde. Alors on peut dire il est bureaucratique, d'accord. On peut dire il coûte cher, d'accord. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de solidarité en France. Et quand on a traversé ce qu'on a traversé pendant le Covid, c'était justement la preuve qu'il y a une solidarité qui continue à exister entre Français et qui s'est d'ailleurs manifestée. Quand je dis manifestée, c'est pas simplement par l'action du gouvernement. On a bien vu pendant le Covid que les Français avaient des réflexes entre eux de solidarité. Pardonnez-moi, Alain. Pardonnez-moi, Alain. Attendez, je termine. Je vous laisse. Je termine. Et donc, on regarde la même France, avec, je pense, la même passion, mais ça n'est pas. Mais notre France, elle se dédouble. Vous avez une France qui est, dans votre esprit, non seulement tragique, mais sur le point d'être assassinée. Exactement. Mais oui, mais je ne vous. C'est exactement ça, Alain. Et moi, je pense qu'on est dans une France qui est menacée, dans une France qui est fragilisée, mais dans une France qui dispose encore, Dieu merci, c'est l'espoir face au désespoir, largement des moyens, non seulement de se défendre, mais de s'améliorer. Alors, Éric Zemmour, parce que pour avancer, votre France, c'est la France d'avant. Par exemple, c'est la France sans la parité. Voilà, là, vous passez Oui, parce qu'il faut avancer. Vous passez du tragique à l'anecdote, pardonnez-moi. La parité, c'est coq à l'âne. Attendez, la parité, c'est une anecdote. Laissez plus de femmes, de place aux femmes. Moi, je vais vous dire, je suis contre toute discrimination positive. Voilà, comme ça, c'est clair. Voilà. Toute discrimination positive. Donc je suis contre la parité, je suis contre la discrimination positive dans les grandes écoles, je suis contre ce qu'a fait M. Blanquer, qui a changé les algorithmes pour les classes de lycée, pour mettre de la discrimination positive dedans. Tout ça est scandaleux, tout ça est humiliant pour les gens qui en bénéficient. Parce que moi, excusez-moi, si une femme est compétente, elle doit avoir le poste. Si elle n'est pas compétente, elle ne doit pas l'avoir. Vous le savez très bien. Comment ? C'est pas comme ça que ça se passe. Je ne sais pas très bien du tout ça, moi. Non, je suis désolé. D'abord, je vais vous dire, la parité, ça concerne... Écoutez-moi, excusez-moi, la discussion pour savoir s'il va y avoir 10 postes dans les conseils d'administration, ça concerne quelques personnes de la bourgeoisie. Ça ne concerne pas les femmes françaises qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent comme caissières à Monoprix et qui se font agresser et qui se font violenter et qui se font agresser par des gens, des migrants ou des mineurs isolés. Excusez-moi, là on est dans deux mondes. Moi, j'estime que le sujet aujourd'hui pour les femmes, ce n'est pas la parité dans les conseils d'administration ou dans les conseils régionaux. C'est le danger de mort. Voilà. Lequel ? Les femmes ne sont plus libres dans des tas de quartiers aujourd'hui. Excusez-moi, la femme, moi,
dans ma jeunesse, la femme parisienne était symbolisée par les dessins de Kiraz, absolument magnifiques. C'était une femme libre, c'était une femme belle, c'était une femme qui savait qu'elle était une femme, contrairement à la théorie du genre d'aujourd'hui. Si vous voulez, nous sommes pris entre deux puritanismes. Entre le puritanisme de la théorie du genre qui nous dit une femme n'est pas une femme, un homme n'est pas un homme, et le puritanisme islamique qui interdit aux femmes de mettre des jupes et de se balader et qui les traite de putes quand elles s'habillent de façon féminine. C'est ça la vie des Français aujourd'hui. C'est pas la parité dans les conseils d'administration. C'est ça la vie des Français. Bon, alors déjà dans le conseil d'administration, moi je trouve ça plutôt mieux et je trouve ça surtout plus intéressant. Oui, c'est bien pour 10 personnes, c'est très bien. Elles sont très contentes et c'est très bien pour elles. Mais c'est pas le sujet, pardonnez-moi. C'est pas un sujet qui concerne les Françaises et les femmes françaises. Je ne vous dis pas ça, c'est vous qui en avez parlé. C'est pas moi quand même. J'ai donné un exemple. Non, mais bon. Oui, enfin c'est vous qui en avez parlé, ne me reprochez pas d'en parler à mon tour. Mais je vous reproche pas d'en parler. De même que ça existe aussi au niveau, ce qui est plus intéressant que les conseils d'administration, des conseils de direction, eh ben là aussi c'est une bonne chose. Sur le reste, l'idée selon laquelle il ne doit pas y avoir de discrimination positive, alors je suis désolé, moi je pense exactement le contraire. Je pense qu'on est un pays dans lequel la discrimination positive a toujours été employée, je dis bien toujours. Alors là, vous m'en... Mais ça, sans arrêt. Enfin. Ah oui. Mais bien entendu. Quand on était jeune, elle était employée. Mais bien entendu. Ah oui. Vous êtes rentré à Sciences Po parce que vous étiez dans un quartier populaire. Moi pas, excusez-moi. Moi j'habitais dans le 18e arrondissement, j'ai passé le même concours que les gens qui habitaient dans le 7e arrondissement. Attendez, ne me reprochez pas milieu d'habitation. Mais pas du tout, je vous reproche pas, je vous dis que là vous dites des bêtises, excusez-moi. Mais non, je ne dis pas de bêtises. Mais si, vous dites des bêtises. Parce que vous ne regardez que, comme souvent, enfin même comme toujours, uniquement à travers un regard partial, mais si. Quand vous dites discrimination positive, vous pensez que c'est discrimination positive pour les femmes. Moi je dis... Non. Pas seulement. Je parle de Sciences Po, c'est pour les gens des banlieues. C'est pas que pour les femmes, je suis désolé. Les Sciences Po qu'on connaît par cœur tous les deux, justement. Peut-être même moi encore mieux que vous. Alors justement. J'y ai enseigné 20 ans quand même, donc j'ai une petite idée de ce que c'est. La discrimination positive, ça a été un moyen d'amélioration sociale dans l'histoire de la France. C'est faux. Mais si. Mais excusez-moi, vous dites n'importe quoi. Écoutez, je vous donne des exemples. Alors, des exemples. D'abord, moi je ne dis pas que vous dites n'importe quoi. Mais là, en l'occurrence, vous dites n'importe quoi. Excusez-moi. Il va vous donner des exemples. Excusez-moi, là, c'est plus fort que moi. Je suis désolé. Alors, il faut apprendre à vous contrôler. Non, en l'occurrence. Il faut apprendre à vous contrôler. Attendez, qu'est-ce que vous appelez discrimination positive, Alain Duhamel? Parce qu'on se mette d'accord sur les mots. Si vous me laissez parler, j'aurai peut-être une chance de pouvoir le dire. Bon, la discrimination positive, c'est quand, à l'intérieur d'un milieu social, quel qu'il soit, on consent des efforts particuliers pour aider X ou Y. Mais c'est pas ça la discrimination positive. Si, non, c'est pas ça. Vous la prenez exclusivement. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, Alain? Mais enfin, écoutez, quand il y avait un régime des mineurs du Nord, c'était une forme de discrimination positive. Quand il y avait une aide au cas avec l'aménagement du territoire, comme ça existait sous le gaullisme, par exemple, pour développer telle ou telle région, il y avait discrimination positive à partir du moment où, en un lieu, ou bien dans une fraction du corps social, on décidait de faire un effort particulier pour X et Y. Et on a fait de la discrimination positive. Mais bien sûr que si. Pardonnez-moi, je peux vous répondre. On a fait ça. Je peux vous répondre. Pardonnez-moi, je peux vous répondre. Par fraction du corps social, on fait de la discrimination positive. Mais enfin, quand on décidait, par exemple, au début de la Troisième République, de donner des bourses à un certain nombre de gens ayant du mérite, etc., c'était de la discrimination positive. Mais non. Bienvenue. Non. Bienvenue. Mais vous avez tellement étendu la notion de discrimination positive qu'elle ne veut plus rien dire. Non, je signale que c'est quelque chose que je ne dis pas depuis aujourd'hui. Excusez-moi, vous dites n'importe quoi depuis longtemps. Non, mais attends. La discrimination, excusez-moi, Alain Duhamel. Excusez-moi. Ça ne sert à rien. Non, mais parce que là, excusez-moi, là, le débat. Mais non, je m'insulte pas. Je vous insulte pas, Alain. Je vous dis, la discrimination positive, c'est historiquement ciblé. C'est une politique inventée par les Américains dans les années 60. Non mais excusez-moi. C'est une politique inventée par les Américains dans les années 60 pour compenser le retard des Noirs à l'université et socialement à cause de l'esclavage et de la discrimination des Noirs. Mais non, mais d'accord, mais on le faisait en France. Non, c'est pas ça la discrimination positive. Ah bah il y a la bonne et la mauvaise. Non, mais non, il n'y a pas la bonne et la mauvaise. Il y a la discrimination positive et il n'y a pas la discrimination positive. Vous n'êtes pas d'accord entre vous? La discrimination, je finis. La discrimination positive, c'est permettre en l'occurrence, des Noirs américains d'avoir l'entrée dans des universités sans qu'ils passent l'examen.
sans qu'ils aient le niveau requis, parce qu'on estimait qu'ils avaient pris tellement de retard à cause des mesures racistes prises par les Blancs qu'on devait les aider. Les Français ont adopté ces mesures dans les années 90-2000, d'abord à Sciences Po et ailleurs. Ça veut dire, on estime que, alors qu'on n'a jamais eu d'esclavage en métropole française, on estime que les gens des banlieues, les immigrés extra-européens, doivent être favorisés. La discrimination positive, c'est ça. C'est ce qu'a fait Sciences Po. Faire rentrer des gens parce qu'ils habitent dans les banlieues et qui ne passent pas le concours. Excusez-moi, c'est pas donner des bourses. Parce que les gens qui avaient des bourses, ils passaient les mêmes examens que les autres. Alors vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Il y a la vraie définition. D'accord, mais vous n'êtes pas d'accord. Non, on ne fait pas des définitions. Attendez, vous savez pas ce que je veux dire. Du moment que c'est ce que dit Éric Zemmour, c'est qu'il a raison. C'est évident. C'est pas la peine. Revenons sur une des déclarations du week-end qui vient de vous, Éric Zemmour. S'il vous plaît, de façon à ce que vous la précisiez. Vous dites aujourd'hui, il faut enlever certains pouvoirs au contre-pouvoir. La justice, médias, notamment. Il ne faut plus de contre-pouvoir. Minorité, vous avez oublié. Et minorité. Et contre-pouvoir, c'est la démocratie pourtant. S'il n'y a plus de contre-pouvoir, ça devient la tyrannie. Si vous faites les réponses et les questions, ça ne va pas être facile. Je peux répondre, Alain ? Et Alain aussi. Et on a 3 minutes. Je compte sur votre métier de radio et de journaliste pour faire le temps, le même temps La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça la démocratie. C'est la souveraineté populaire. Au XIXe siècle, Tocqueville a expliqué de façon brillante qu'il y avait un risque de dictature de la majorité. Donc, il a expliqué, il a prévu, il a dit, voilà, il faut des contre-pouvoirs, reprenant la tradition anglo-saxonne, Montesquieu, etc. Mais c'est plus... Ce que dit Tocqueville est vraiment ce qu'on a fait. C'est pour ça que je me permets de mettre le focus sur Tocqueville. Et Tocqueville dit, voilà, il faut des contre-pouvoirs qui seront les juges, qui seront la décentralisation, il n'appelle pas ça comme ça, mais les collectivités locales, les associations, ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités, voilà, etc. On peut ajouter les médias, mais lui, à l'époque, il n'avait que les journaux. Ça, effectivement, ça a été bienvenu. Ça a été bienvenu, je le redis. C'est-à-dire qu'il fallait des contre-pouvoirs à un risque de majorité tyrannique. Mais, il y a un mais. C'est que depuis les années 80, la démocratie française a été dévoyée. Pour imiter la démocratie américaine, on a fait monter le pouvoir du juge constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice. On a permis aux minorités, aux associations de saisir les juges et ils instrumentalisent désormais les juges pour imposer leur idéologie. En vérité, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On a une dictature des minorités. On a inversé la prophétie tocquevillienne. Donc je dis, il faut faire du Tocqueville à l'envers, il faut redonner le pouvoir au peuple. À la majorité. Et donc il faut réduire le pouvoir des juges et des minorités. Parce que tout simple, je finis, je vous assure que j'ai fini. Je vous ai dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pour Emmanuel Macron et pour les élites, c'est le pouvoir des élites, par les juges, pour l'humanité. Moi, je voudrais qu'on revienne à la démocratie telle que l'a conçue la République. Alain Duhamel, réponse. D'accord avec ça ou pas ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec Tocqueville, évidemment. Bien sûr. Que je lisais avant qu'Éric ne soit né. Je n'ai pas dit le contraire. Non. Mais je suis d'accord avec Tocqueville. Aujourd'hui, évidemment, la société ne ressemble pas du tout à la société française telle qu'elle existait au moment où Tocqueville écrivait ce qu'il a écrit, notamment sur la Révolution, etc. Évidemment, c'est complètement différent. Évidemment, il y a, comme dans toute société, des évolutions avec des risques. Et par exemple, en ce qui concerne la judiciarisation de la politique, incontestablement, là, il y a une évolution qui est un danger. En tout cas, je considère comme un danger. Et donc, je le dis. Bon, mais il y a d'autres... Vous considérez que c'est un danger, mais vous les bénissez quand même. Mais je bénis jamais. Attendez, Éric Zemmour. C'est un danger, mais surtout, il faut les protéger. Attendez qu'Alain Duhamel finisse son raisonnement. C'est terminé derrière. D'abord, je ne les bénis pas du tout. J'ai dit le contraire. J'ai dit le contraire. Bon, ensuite, il y a heureusement d'autres contre-pouvoirs qui sont apparus et qui vont se développer. Je veux dire que, par exemple, c'est une évidence que le pouvoir des régions, telles qu'aujourd'hui elles sont en train de s'édifier par rapport à ce qu'elles étaient il y a 50 ans, c'est quelque chose de considérable et qu'il y aura un pouvoir de collectivité locale qui existera. Et c'est très bien. Bon, de même, alors que, par exemple, les syndicats ont aujourd'hui un poids qui est déclinant, de même que les partis ont un poids qui est
qui est déclinant, on voit bien qu'il y a aussi des réactions, une segmentation d'opinion qui se manifeste avec des formes de volonté. Je pense un exemple, les jeunes et l'écologie, quand ils défilent, c'est une forme de contre-pouvoir. En plus, ils défilent pacifiquement, contrairement à d'autres défilés. Ça représente une force. Et c'est typiquement un nouveau contre-pouvoir. C'est vrai que la société française traverse une période difficile, mais c'est faux de croire qu'on est au bord de l'insurrection. Alain Duhamel. Tout est négatif. Alain Duhamel, c'est terminé. Et accessoirement, quand on a... Le temps c'est ma dernière phrase. Oui, quand on a de grandes et fortes ambitions, c'est important de bien garder ses nerfs. Pour terminer... Je suis très très calme. C'est la fin de ce Face à Duhamel. Une note entre 0 et 10. Comment vous avez jugé la prestation d'Alain Duhamel? Je ne me permettrai pas de juger Alain Duhamel. Non. Jamais? Non, je ne juge pas. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour Alain, il le sait très bien. Donc, et Alain? Voilà, simplement je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui, c'est pas pareil. J'ai face à moi un candidat potentiel, évidemment. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je vous signale que j'ai écrit ça dans un livre qui est sorti en janvier. C'est vrai. Bon, donc, évidemment. Il a du pif, Duhamel. Éric Zemmour est un candidat. Et je dirais que dans son camp, qui est celui de l'extrême droite, il est le meilleur. Pas l'extrême droite, je vous ai répondu. Non, mais c'est moi Merci, qui le messieurs. pense. Nous avions jusqu'à 19h. Dans son camp, c'est lui le meilleur. Voilà, c'est mieux. On a un peu dépassé. Merci, messieurs. Nous avions jusqu'à 19h. Il est 19h01, presque 2. Désolé, mon cher Yves Calvi.